du représentant personnel du général de Gaulle, président de la communauté. Nous sommes ici tous associés en ce terre historique à la réalisation du vœu unanime du désir le plus cher de tout notre peuple. C'est pourquoi d'ailleurs, dans le même temps que notre indépendance est proclamée, ce qui signifie notamment que nous allons avoir notre propre armée, notre propre diplomatie, nous avons voulu affirmer notre attachement à la communauté. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme. Le Forum Radio-Télévision des droits de l'homme est un média qui favorise la bonne gouvernance et l'état de droit, et non un outil qui incite à la haine. Nous avons la vocation de dénoncer les abus du pouvoir et les violations des droits de l'homme. Aujourd'hui, Fernand Mathias Ndala. Allô, bonjour Fernand Mathias Ndala, comment vas-tu? Oui, ça va maître. Bonjour aussi maître. Si loin où tu es, bon voilà, ça fait un grand bonjour. Et puis il fait trop froid. Bah écoute, comme je le dis toujours, hein, c'est la saison. Partout il fait froid en Europe. Sauf là où ça brûle, là, ça crame en Californie, aux États-Unis et en Afrique. Bon, mais écoute, nous allons aborder une série d'émissions sur la République du Congo. Parce que nous sommes sollicités par les plus jeunes que nous, qui veulent savoir quelque chose sur l'histoire de leur pays. Et je me suis dit, nous sommes aujourd'hui en janvier 2025 et en plus, c'est la 64e année où les institutions de la République du Congo indépendant ont été donc mises en place par l'abbé Fulbert Yulu. Alors je voulais commencer donc par vous parler des accords de coopération, des accords signés entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo, ainsi que de l'adhésion de la République du Congo à la Convention multilatérale sur la conciliation et la Cour d'arbitrage et à l'accord multilatéral sur les droits fondamentaux des nationaux des États de la communauté. C'est très important à parler parce que c'est ça qui va découler justement des rapports entre le Congo et la France. Et pourquoi il y a eu cette dérive, cette déviation, comme le disait Maître Aloïse Moudi-Leno Massengo. En 1960, on a signé des accords, mais malheureusement qu'on n'a jamais respecté. Alors je voulais d'abord citer ces accords. Il y a, pour ceux qui ne connaissent pas, il y avait 11 accords qui étaient signés. Il s'agit de l'accord particulier sur les conditions de participation
de la République du Congo à la communauté, parce qu'à l'époque, on formait une communauté avec la France. Accord de coopération en matière de politique étrangère et accord d'assistance militaire technique, ce qu'on peut appeler les accords de défense, accord en matière d'aide, accord en matière domaniale, accord de coopération culturelle, accord d'établissement, accord relatif au centre d'enseignement supérieur de Brazzaville, le CSB, donc l'esquisse de l'université du Congo, notamment, qu'on appellera par après la mort de Marien Ngouabi, Université Marien Ngouabi. Accord de défense, accord de coopération en matière monétaire, économique et financier, d'où le problème du franc CFA, que nous allons peut-être aborder, pas au cours de cette émission, parce que nous allons faire une série d'émissions, peut-être 10, 15, 20, en fonction de l'importance du sujet. Et puis il y a eu l'accord relatif à l'enseignement supérieur. En tout cas, le 15 août 60, donc, ont été signés ces accords qui avaient été portés à l'Assemblée nationale du Congo. Mais ce qui nous intéresse, c'est justement parler aujourd'hui de la première constitution qui a été adoptée le 2 mars 1961. Mais avant cela, comme nous sommes en début d'année, en janvier, qu'est-ce qu'en janvier 1961, l'abbé Fulbert Yulu avait fait? C'est ce que je voulais démontrer. Si tu as peut-être des suggestions à faire, tu peux faire des suggestions parce que nous allons débattre à bâton rompu pour essayer d'éclairer nos jeunes génération, hein? Oui. 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 Et donc, maître, en fait, pour moi, c'est... En fait, tu viens d'entamer une bonne procédure. Hein. C'est pour montrer, comme tu le disais, à la nouvelle génération, quel est le travail qui a été fait. Parce que même le discours prémonitoire du président Fulbert Yulu avait dit que pendant 3 ans, nous avons longuement travaillé. Nous nous sommes battus. Nous nous sommes battus pour vous montrer comment fallait-il travailler. Quelles sont les lois que nous devons donner au peuple, faire accoucher à ce que ce peuple prenne corps, devienne des citoyens, devienne des gens éclairés. Puisque l'abbé Fulbert Yulu, pour lui, il fallait créer un véritable citoyen. C'est dont tu parles de la Constitution du 2 mars 1961, qui va faire de notre pays une continuité démocratique. Donc, ce qui fait que depuis que nous avons eu cette liberté à partir de 46, et Yulu n'a pas interrompu le processus de la liberté, de la démocratie. Donc, nous avons vécu dans cela, et moi, je pense que je serai, comme les autres qui nous suivent, à l'écoute de ce que tu vas nous dire sur les lois, parce que tu détiens pas mal d'archives qui concernent notre mémoire historique et républicaine, lancée par l'abbé Fulbert Yulu. Donc, moi, je me mets à ton écoute. Merci, Fernand. En tout cas, il n'y a pas à donner une directive parce que c'est une discussion à bâton rompu, parce que tu connais également pas mal de choses aussi, par les témoignages de ta mère, qui a été la secrétaire du premier président et du deuxième président de la République. En tout cas, en réfléchissant, je me suis dit, notre débat, on va l'intituler peut-être les fondements de la République et donc le destin raté du Congo. Je ne sais pas qu'est-ce que tu penses de ce thème global. Les fondements de la République et le destin raté du Congo. Et dans cela, nous allons parler des points du droit, des lois qui ont été élaborées pour favoriser l'état de droit au Congo. Malheureusement, ces lois qui par après n'ont pas été respectées puisqu'il y a eu ce désordre provoqué par l'insurrection qu'on a appelée après la Révolution. En comparaison avec ce qui se fait aujourd'hui, je veux parler du décret portant nomination des membres du premier gouvernement.
Et ça s'est fait le 11 janvier 1961. Parce qu'on va faire la comparaison par rapport au gouvernement pléthorique que ça souvient de promulguer, où il y a, on fait la comparaison. Je pense que tu as reçu ce qui a... Et des salaires, oui. Et des salaires ministériels qui sont vraiment des salaires volumineux. Oui, c'est ça. Mais en dehors de ça... Ça dépasse la norme, parce que sur Youlou, à l'époque, il y avait une orthodoxie financière. Oui. Un ministre ne pouvait pas se déplacer, venir en Europe. Certains ministres qui sont retrouvés ici en Europe ont été, comment on appelle, réprimandés. On leur a dit, mais monsieur, vous venez en Europe par rapport à quoi? Vous n'avez aucun objet pour venir en Europe. Il faut toujours venir avec une mission précise. Donc, vous retournez au Congo. Donc, il n'y avait aucun ministre qui ne sortait du Congo sans un titre, sans une mission précise, et que donc, ils étaient rigoureux au nom des finances publiques. Hein. C'était, sous Youlou, c'était une rigueur, et c'était en fait la continuité de la France hein, au Congo-Brazzaville. Très bien, bien sûr. On venait d'avoir notre indépendance nominale politique. Il fallait donc qu'il y ait le respect scrupuleux des lois qui ont été adoptées et adaptées justement à la pratique française. Et mettre aussi, comme on appelle aussi de l'État, parce que si tu prends, nous allons commenter prochainement le discours de Malraux avec Youlou, le discours de Malraux qui était le préféré du général de Gaulle qui est venu à Brazzaville, accompagner notre pays à cette indépendance. Monsieur le Président de la République, Excellences, Mesdames, Messieurs, cette nuit a retenti la salve solennelle qui salue l'indépendance des peuples et qui retentira dans la mémoire de vos enfants comme celle qui saluait jadis la naissance des rois. Voici donc l'un des plus grands jours qu'ait connu votre histoire, jour d'autant plus émouvant pour nous que le destin de l'Afrique d'hier et celui de la France libre se sont accomplis côte à côte. Brazzaville, vous a dit le général de Gaulle, fut un des hauts lieux de la France combattante. Hier, le président de la République du Congo et moi sommes allés déposer une gerbe au pied du monument de Félix Éboué, qui sut unir sa fidélité à la plus féconde confiance dans les qualités africaines. Au pied du monument de Brazza, qui affirmait avec un espoir trop souvent trompé que quiconque toucherait son drapeau deviendrait un homme libre. La radio vous l'a dit cette nuit. Pour chacun de ces deux morts exemplaires et fraternels dont le dialogue préfigure le nôtre, c'était une gerbe en forme de V, la victoire de la Croix de Lorraine. Et comme chaque fois il n'y avait qu'une gerbe, le président de la République du Congo tenait l'une de ses branches et l'envoyé du général de Gaulle tenait l'autre. Monsieur le Président, donnez-moi votre main. Elle a serré pour la première fois celle du général de Gaulle il y a bien longtemps. Et devant l'histoire, je suis heureux que ce soit la vôtre. Voici l'indépendance du Congo et le drapeau vivant de la communauté. Messieurs les représentants du président de la communauté, Excellences, mes chers compatriotes, Mesdames, Messieurs, cette indépendance de la République du Congo, mes chers concitoyens, je la proclame solennellement et universellement en présence du représentant personnel du général de Gaulle, président de la communauté. Nous sommes ici tous associés en cette heure historique à la réalisation du vœu unanime du désir le plus cher de tout notre peuple.
C'est pourquoi d'ailleurs, dans le même temps que notre indépendance est proclamée, ce qui signifie notamment que nous allons avoir notre propre armée, notre propre diplomatie, nous avons voulu affirmer notre attachement à la communauté. Et Malraux nous a prévenu de certaines choses que surtout une génération donnée de ceux qui sont venus n'ont pas pu respecter, comme tu viens de le dire, parce que le titre dont tu viens de dire, fondement, comment un homme va fonder une république, mais il fonde cette république avec des bons sentiments. Youlou fonde le Congo-Brazzaville avec des bons sentiments, et tout d'abord spirituellement, pendant 3 jours, il offre le Congo-Brazzaville à la mère de Jésus, à la Sainte Vierge Marie. Pendant 3 jours, il y a une prière que les Congolais ont donnée en cercle restreint, ont demandé à Dieu de bénir ce pays, de lui donner la bonne voie, les bonnes choses, les bonnes lois. Et c'est comme si on allait à la montagne du Sinaï. Le Fulbert Youlou a créé un Sinaï chez nous. On est allé prendre les 10 commandements. Ces 10 commandements, c'est donner le Congo à la Vierge Marie et qu'elle soit la gardienne de ce pays, comme Maître vient de le dire, les fondements. Et ça, c'est le fondement qui soutient ce pays et que, à partir de là, la vraie fondation va venir et bâtir les lois du vivre ensemble. Parce qu'il n'y a pas de vivre ensemble sans loi égale, sans loi objective, sans loi qui donne à tous les Congolais la bonne voie. Donc, maître, c'est ce que je voulais dire, parce que avec tout ça, on n'a pas respecté cet ordre qui est en fait divin, aussi laïque, qui pouvait permettre à notre pays de décoller. Et c'est pour ça que tu appelles cela le destin raté. Très bien. En tout cas, tu as compris le sens que je veux donner à nos entretiens, qu'on va faire en plusieurs parties. Et là, aujourd'hui, je voulais me focaliser donc sur les premières bases qui ont été posées, notamment en janvier 1961. Donc, voici 64 ans. Il s'agit d'abord de la nomination du premier gouvernement, où il y a eu Youlou lui-même comme chef du gouvernement, ministre de la Défense, et en même temps, ministre de l'Intérieur, parce qu'en ce moment-là, il n'y avait pas un ministre de l'Intérieur. C'est après, justement, que Nzala Kanda sera ministre de l'Intérieur. Et donc, le vice-président du Conseil des ministres, ministre des Affaires étrangères, c'était Stéphane Tchichele. Ensuite, il y a le ministre d'État, qui est le second vice-président du Conseil des ministres, garde des Sceaux, ministre de la Justice, Jacques Opango, ministre de l'Information, c'est Apollinaire Bazinga, ministre des Finances, du Plan et de l'Équipement, Pierre Goura, ministre de l'Éducation nationale, Prosper Gandian, ministre des Affaires étrangères et économiques et des eaux et forêts, Simon-Pierre Kikungangot, ministre des Travaux publics et de relations avec la TC, Germain Bikouma, ministre du Travail, Faustin Okomba, ministre de la Santé publique, Raymond Mawata, ministre de la Fonction publique, Victor Satou, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Germain Samba, ministre de la Jeunesse et des Sports, Paul Ngouala, ministre de la Production industrielle, Isaac Ibwanga. Et comme vous pouvez le constater, pratiquement toute la République était représentée et, comme vous le voyez maintenant, il n'y avait que Youlou qui était du pool dans ce gouvernement. Même s'il accumulait les 3 fonctions, c'est-à-dire ministre de la Défense et ministre de l'Intérieur, et je vous le dirai pourquoi, en ce moment-là, il a accumulé ces importants ministères régaliens. C'est parce qu'il va organiser justement la République. Et nous allons en venir rapidement à cela. Je ne sais pas si tu as des remarques à faire avant de passer à autre chose.
Oui, en fait, c'est de vouloir montrer la volonté de l'unité nationale, de l'union au commun de tous les Congolais, parce que dans ce gouvernement, il y avait 5 ministres de l'actuel Nibolek et Quilou, 5 ministres du Nord. Ce qui fait que il n'y avait qu'un seul peut-être ministre du pool, tu vois. Voilà, comme je l'ai dit, bien sûr. Ça montre un déséquilibre de celui qui est au devant. Ce qui fait qu'il crée un équilibre pour la nation. Et un déséquilibre pour sa région. Il ne met pas en premier sa région au devant, comme on le voit aujourd'hui, où la totalité des ministres viennent de là-bas. Et puis, il y a un fait significatif. Le ministre des Finances, et Ngoura, il n'est pas du pôle, mais il fait partie du parti de l'UDDA, qui est le parti de Fulbert Youlou. Donc c'est un gars qui n'est pas du pôle. On n'a pas mis un gars du pôle aux finances. Mais regarde aujourd'hui, depuis lors, les finances ont toujours été du côté du pouvoir. Oui, mais d'ailleurs, il y a un scandale. Je ne sais pas si tu as vu ce qui se dit dans les réseaux sociaux, notamment en faisant la comparaison de ce gouvernement, celui qui a été reconduit en fait, parce qu'on a enlevé un seul ministre pour mettre un nouveau, pour mettre 2 autres ministres, pour remettre un ancien voleur et puis un nouveau, le fils de Yoka. Mais la cuvette centrale, à elle seule, a 11 ministres, 10 ou 11 ministres, hein, pour un gouvernement qui a 35 ou 36 membres. Donc c'est très grave, parce que on ne respecte pas la primauté du droit, on ne respecte pas les principes de non-discrimination, on ne respecte pas le principe de l'égalité de tous les citoyens dans un État. Alors je voulais aussi revenir sur un point, parce que en 61, justement, pour mettre en place les fondements de la République, le président Fulbert Youlou avait publié une loi qui était votée à l'Assemblée nationale, et cette loi concernait justement le sceau de la République. Bon, aujourd'hui, il y a une certaine confusion qui se fait par rapport justement aux motifs qui sont dans ce sceau. Parce que le motif central du sceau de la République représente une figure féminine congolaise assise sur un tabouret coutumier regardant vers la droite et coiffée de fines tresses de cheveux. Elle tient sur les genoux les tables de la loi qu'elle soutient de son bras gauche. Sur les tables sont gravés les mots unité, travail, progrès, disposés sur 3 lignes. Et comme je vous le montre à l'écran, le bras droit souligne la devise. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Les timbres et les cachets de la République du Congo, non seulement sont circulaires, mais ne comportent plus le motif, celui du sceau de la République. Donc le sceau porte en exergue un quart supérieur de la circonférence, le mot République, et au quart inférieur, les mots du Congo. Et vous voyez aujourd'hui, on nous a imposé un autre sceau de la République avec 2 éléphants. Et vous savez bien, le symbole de l'éléphant, c'est lui qui écrase tout, partout dans nos champs. Donc ça veut dire que Sassou a volontairement choisi de détruire le Congo. Déjà en changeant le sceau de la République qui a été proclamé le 11 janvier 1961. Voici donc 64 ans. Nous voulons repréciser tous ces éléments parce que si le Congo tourne mal, c'est parce que justement on viole le droit, on viole les règles du droit. Nous sommes pour la primauté du droit. Et comme nous sommes pour la primauté du droit, nous faisons la démonstration que le Congo n'est pas un État
de droit, c'est un État voyou, c'est une dictature, et je ne sais pas comment qualifier cette dictature. Un État arbitraire, c'est une monocratie autoritaire. Voilà. Où les pouvoirs sont aux mains d'un homme. C'est une grande monocratie autoritaire, parce que, maître, ce que tu as fait relever, c'est que le président Yulou avait un sens élevé de l'organisation. Il en avait parlé lui-même que des pays qui arrivent à se gérer, à aller de l'avant, ce sont des pays qui savent s'organiser, qui ont des règles parfaites. Parce que là, nous rentrons dans la perfection des règles et la montée d'un droit juridique très élevé où le peuple doit être dans l'humanité. Là, tu viens de parler du sceau de la République. Et comment quelqu'un, volontairement, sans avoir soumis le texte du changement du sceau de l'État vraiment à une commission. Ou à l'Assemblée nationale, parce que c'est une loi, le sceau de la République. Oui, mais de soumettre cela, il va de son propre gré changer les choses. Ce qu'on appelle cette monocratie autoritaire, où les gens pensent, voilà, ils doivent être là. Parce qu'on avait fait un document, le mouvement patriotique congolais, après le congrès de 84, on avait fait un document qui disait qui gouverne à Brazzaville après le congrès de 1984. C'est là où nous avons vu que le Nord Wadi avait pris le pouvoir pour le Nord. Maintenant, en fonctionnant, il a fait tourner ce pouvoir entre des entités du Nord. Bon, bien qu'il y avait aussi des couillous, mais qui n'étaient pas aussi très prépondérants au niveau de la région. Mais sous Sassou, le pouvoir après 84, on a vu que il prend le pouvoir à la nation, il l'emmène au nord, il l'emmène dans la cuvette. Dans la cuvette, il exclut la cuvette, il l'emmène à Oyo. Tu vois la différence entre, voilà. Tu vois, plusieurs stades, donc un abaissement du pouvoir, au lieu que le pouvoir s'élève, et donc on descend les escaliers, là où il n'y a pas de fondation. Où il n'y a pas de fondation parce que ce pouvoir n'est régi sur rien. Pas de règles, c'est régi sur du sable. Et c'est pour ça que, tout angle, il y a des fissures partout. Donc c'est cette façon de voir les choses, de gouverner un pays, sont des lois claires, sont des lois unanimes, sont des lois conscientielles qui mènent un peuple à vouloir changer. Et donc, maître, c'est ce qu'on est en train d'apprendre avec tout ce que tu es en train de nous dire, de nous annoncer. Donc, on continue à t'écouter. Oui, merci. Je voulais également évoquer, pendant cette même période, comment le président Fulbert Yulou avait fait adopter son premier programme, comme on dit, financier, qu'on appelait le plan triennal de développement de la République du Congo. Et c'est très important, c'est la loi numéro 10-61 du 15 janvier 1961. Voici aujourd'hui 64 ans. Mais en tout cas, ce programme financier du développement, donc le plan triennal, les études faites et les moyens alloués justement aux différents domaines, notamment l'agriculture, eau et forêt, l'élevage, infrastructures routières, infrastructures aéronautiques, postes et télécommunications, équipements culturels, équipements administratifs, urbanisme, éducation nationale, santé publique, travail, donc, et les infrastructures routières également, et comme je l'ai dit, l'urbanisme. Donc, le plan s'élevait à près de 10 milliards 500 millions. Et il y a eu
un complément financier, c'est-à-dire un programme financier complémentaire qui avait été adopté, je crois, en mars, après donc la publication de cette loi. Et ce programme financier complémentaire s'élevait seulement à 6 130 000. Donc du coup, on peut dire que le projet, ce plan triennal plutôt de développement de la République, avait coûté dans sa programmation 11 milliards, à peu près 600 millions, quoi. Bon, en tout cas, je vous mets le texte à l'écran, comme ça vous allez vous rendre compte vous-même de cela. Bon, je pense que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça. Oui, maître. En fait, un homme politique est programmé pour programmer l'avenir d'un pays. C'est ça. Donc, Fulbert Yulou, comme j'avais suivi sur tes émissions 60 ans d'indépendance, il y a eu un moment donné que Fulbert Yulou a reçu Gaston Defferre en étant maire de Brazzaville. Ils se sont dit des choses, donc ils avaient des compétences qui étaient des compétences de la modernité. Comment bâtir déjà une commune. Déjà, Yulou avait déjà à commencer par le soubassement. Commune, région, nation, république. Et également la région, parce que la région Afrique centrale, parce qu'il faut dire que, il faudrait que j'évoque, c'est Yulou qui est à l'initiative de la création de l'agence transéquatoriale des communications. Il est aussi à l'origine, justement, de la création de ce qu'on appelle aujourd'hui la CEMAC, hein, qui est passé d'abord par l'UDEAC et tout, mais c'est lui qui est le père, qui a créé l'agence transéquatoriale des communications, qui avait comme organisme notamment l'agence la TEC, hein, la TEC, on appelait ça, je crois, la TEC. Oui, hein? Oui, la TEC, parce que ATC. Voilà, oui, ATEC et après ATC. En tout cas, les attributions de cette agence transéquatoriale de communication étaient de deux sortes. Il s'agit de l'administration d'organismes publics contribuant à assurer les communications d'intérêt commun entre donc la République centrafricaine, la République du Tchad, la République du Congo, la République du Cameroun. Bon, et ils avaient le port, ces organismes donc formaient des sections distinctes de l'agence transéquatoriale des communications. Il s'agissait donc le port de Pointe-Noire, le CFCO, le port de Brazzaville, le port de Bangui et le service des voies navigables. Parce que on a voulu faire naviguer également certains cours d'eau jusqu'au Cameroun, jusqu'au Gabon. Alors voilà les intentions que Yulou avait pour organiser son pays. Maître, je voulais dans ce sens-là où tu as parlé du programme, quand un président de la République, parce que Yulou, quand il était étudiant à Yaoundé, à l'université de Yaoundé, catholique, donc il était avec le président Barthélemy Boganda. Avec Barthélemy Boganda. Voilà. Parce que à chaque fois qu'ils finissaient leur cours, ils allaient se mettre sur une colline. Et de là, ils regardaient la vision, comment, au loin de là, ils étaient comme des Moïse, regarder, discuter sur l'Afrique. Donc, ils se disaient, quel avenir nous allons donner à ce continent? Et donc, à ce moment-là, ils se sont dit, non, nous devons donner un avenir à ce continent. Et Yulou s'est dit, bon, on doit avoir des cadres spécialisés, des gens demain qui vont appliquer ce que nous voulons. Donc, à partir de là, il avait déjà une vision, il avait dessiné le monde qu'il voulait. Et puis, il a écrit un livre qu'on appelle, comment on appelle ce livre
où il a démontré comment sortir de la colonisation. Oui, son premier essai, justement. Oui. Comment sortir de la colonisation? Qu'est-ce que nous devons mettre après que le colon? Est-ce que allons-nous faire une rupture brutale? Non. Donc il a dit, bon, nous devons être comme les autres pays, avoir des fondements et des choses structurelles. Donc il a pensé ce que le Congo doit être. Et à ce moment-là, c'est là où il a envoyé les Paul Kaya en formation et tout ça. Il s'est dit, je dois avoir des cadres qui doivent sortir dans les grandes écoles. À l'ENA, les Milongo, les Lier Bounsana, les Maxime les DVK Emmanuel, qui a été le grand argentier, qui était directeur général du Trésor. Donc, tout l'ossature de la finance, des finances publiques, il a formé à l'ENA. Donc, c'est un homme qui avait une grande vision. Et quand il a constaté que les Français ne voulaient pas suivre ce chemin, il est allé aux États-Unis. Avec les Américains, ils ont pensé que le premier plan Marshall serait exécuté au Congo. Voilà. Et c'est ce qu'on a fait. C'est pour ça qu'il a envoyé Massamba Deba aux États-Unis. Et Germain Bikouma. Oui. Donc, au palais, comme on appelle, qui allait au Congrès, le Congrès américain qui a adopté ce projet du premier programme du plan Marshall qu'on devait lancer au Congo-Brazzaville, avec un montant de 15 milliards de dollars que la France a refusé à convertir en francs CFA. Et voilà, donc c'était déjà un quad. C'est après cela, quand le Congrès a adopté ce plan Marshall, Massamba Deba, on lui a remis des sous pour le Congo. Donc il est venu avec une partie, il a laissé à Paris. Il vivait à l'hôtel Raphaël Métro Kléber. Et quand il est rentré au Congo, il lui a dit, bon, nous venons de recevoir un Telex aux affaires étrangères. Les Américains t'ont remis de l'argent. Où est cet argent? Et donc, il ne pouvait pas répondre. C'est pour ça que Yulu l'a fait enlever du gouvernement. Et puis, Bikouma Germain aussi avait détourné 600 millions pour la construction de la gare de Brazzaville. Donc, les deux, il les a fait sortir du gouvernement. Oui, mais pour bon. certains, ils ont profité de cela pour en faire une histoire en disant que non, les plus compétents ont été mis. Non, c'est les plus corrompus qui étaient mis dehors. Ce n'est pas les plus compétents qu'ils ont voulu. Tu anticipes sur le cours de notre entretien, parce que moi, je voulais bien qu'on se focalise sur la première année, notamment l'année 61, qui nous sert de référence. L'année où le président Fulbert Yulu... Je voulais seulement te dire, je voulais te dire, dans ce que tu es en train de dire, c'est qu'un homme politique qui a programmé ce que tu viens de dire. Je te laisse continuer. Ouais, donc il y a eu ce cadre que le président Fulbert Yulu a mis en place. J'ai parlé tout à l'heure du plan triennal, du programme triennal, qui devait donc courir de 61 jusqu'en fin 63, en fait c'est 64. Malheureusement, on l'a court-circuité. Et c'est dans ce programme-là, ce plan triennal, qu'on a eu le stade Omnisport, aujourd'hui appelé stade Alphonse Massamba Deba. Mais en tout cas, le premier budget adopté par la République du Congo après l'indépendance, donc exercice 1961, s'est élevé à 5 milliards 279 millions 999 000. Notez bien, donc, les recettes et dépenses du budget de la République du Congo pour l'exercice 1961, la somme était de 5 milliards 279 millions 999 000 francs CFA. Et
il y a eu une bonne répartition, chapitre par chapitre. Et ça, je vous le montre également à l'écran pour comprendre comment Youlou a organisé la République la première année. Je te laisse t'exprimer. Oui, maître, c'est pour dire il y avait une orthodoxie financière. À l'époque, c'était strict. Et les salaires, on a vu, même tu nous avais montré la dernière fois, tout ce que gagnaient ceux qui étaient au cabinet de Youlou. Voilà. Le salaire de ma mère, qui était secrétaire particulière, on a vu dessiner tous les salaires. Aujourd'hui, tu ne pourras pas voir une grille vraiment bien précise, hein, des salaires, qu'est-ce qu'ils gagnent, tant, tu vois. Et puis, ils recevaient tout à la banque. Ils n'étaient pas payés à la main. Non, non, non. Ce qui fait que tout, tu recevais ton bulletin de paye. Ben, je ne sais pas si aujourd'hui, il y a encore des bulletins de paye au Congo-Brazzaville. Donc, tout était régi vraiment dans une structure. Tu vois, on dit toujours, la structure maintient la qualité et la structure sont la générosité des hommes n'est rien. Il y avait deux structures maintenant la qualité et puis il y avait la générosité des hommes. Ceux qui appliquaient ces textes, c'était des gens qui avaient une certaine instruction, qui avaient une connaissance des choses. Donc cette transition s'accompagnait d'un système juridique très élevé et qui était un système protecteur du peuple congolais, de la légalité. Donc nous étions dans un état de légalité, un état légal. Cet état légal, c'est un état qui protège les citoyens, qui n'est pas à la merci d'un président. Youlou n'était pas au-dessus des lois. Il était dans les lois et non pas au-dessus des lois. C'est ce que nous pouvons parler. Donc Youlou était dans la loi et non pas au-dessus de la loi. Il était un serviteur de l'État. C'est quelqu'un qui avait la marche de l'État, le respect de la procédure. Le respect de... C'est pour ça qu'il avait dit, mais c'est vous qui m'avez élu. C'est vous qui m'avez emmené. Mais on vous a pas donné la dernière parole pour dire non, si nous voulons pas du président, parce qu'on devait aller au suffrage universel pour, en cas de crise, les institutions, on va au suffrage universel pour le partage. Donc, mettre tout ce que tu viens de dire, la programmation de Fulbert Youlou, mettre les fondements, planter les graines, afin d'avoir tout ce qui va monter, et c'était Youlou. Donc, on continue, maître, tu continues à nous parler, nous éclairer, sur la situation politique de notre pays, l'organisation vers la richesse. Merci, merci. En tout cas, je vais rebondir sur, justement, tu as parlé en termes de loi, mais en tout cas, la première loi, nous n'oublions pas, la première loi a été adoptée le 2 mars 61, après le référendum, parce qu'il faut se dire que il y a des gens qui disent que le Congo s'est doté de la première constitution seulement après la conférence nationale. Non, c'est faux. Il y a eu une constitution qui avait été adoptée le 2 mars 1961 et cette constitution donnait beaucoup d'attributions et parlait de l'État, de la souveraineté et notamment dans son préambule. Il était mentionné, le peuple congolais proclame solennellement son attachement aux droits fondamentaux tels qu'ils ont été définis par la déclaration de 1789 sur les droits de l'homme et du citoyen et de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 et tels qu'ils sont garantis par la présente constitution. Le peuple congolais condamne toute discrimination raciale et affirme sa volonté de coopérer dans la paix avec tous les peuples qui partagent son idéal de justice, de liberté, d'égalité, de fraternité et de solidarité humaine. Voilà ce que disait le préambule de la Constitution du 2 mars 61. Mais c'est beau, maître, voilà. ce que tu viens de dire. Et je me retrouve, c'est comme si j'étais dans un ciel
Voilà. où on m'emmène un droit qui Voilà. vient me protéger, qui m'emmène vers la lumière. Et c'est même précisé dans l'article 1er. C'est bien précisé. Le Congo est une république indépendante et souveraine, indivisible, démocratique et sociale. C'est bien souveraine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une portion du peuple ou du territoire qui va être cédé à une autre puissance étrangère. Ça, non. Et ça, on a commencé à faire ce désordre en 1992, quand le pouvoir de Sassou a donné une partie des terres aux Sud-Africains pour exploitation agricole, alors que lui-même, il était censé être un spécialiste de l'agro-pastoral, puisqu'il a été initié par Fulbert Yulu, qu'il a envoyé en formation, qu'il a pris également comme chef de service agricole, mais malheureusement, on n'a pas compris pourquoi ce président, qui était censé être un éminent cadre, a pu commencer à dérailler, à déraper. En tout cas, je dis que ce texte, c'est le plus beau. Pourquoi c'est le plus beau? Parce que, non seulement, il annonce la souveraineté nationale appartient au peuple. Aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que Sassou, c'est l'homme, c'est le souverain, qui s'en fout du souverain primaire, c'est-à-dire que le peuple, qui décide à la place du peuple, qui fait ce qu'il veut. Le trésor public est à Oyo, et chez lui, il n'y a pas une comptabilité publique claire, et nous savons très bien que la loi de finances est toujours magouillée. C'est pas parce qu'on aura mis un cadre de la famille qui semble être, soi-disant, un technicien, mais nous allons le voir à l'œuvre. Bon, j'espère qu'il ne va pas faire pire que les autres. Bon, donc, il y a aussi la partie, je veux revenir sur la partie du mandat du président de la République. Le président Fulbert Yulu, donc le président qui était élu, il avait un mandat de 5 ans. Donc, il était rééligible. Donc, il pouvait être élu. Puisque déjà il avait dit quelque part que son successeur devait être Massamba Deba. Oui, oui, mais ça c'est connu. Ça c'est connu. C'est pour ça que Massamba Deba s'est précipité dès qu'il a entendu cela. Il s'est dit non, moi tout de suite je vais être président sans avoir compris le sens de la présidence. Bon, donc un pays. Le danger c'est que il y a l'article 9 qui a inquiété Massamba Deba. Parce que le vice-président remplace le président de la République en cas de nécessité. Il a alors, en cette qualité... En cas de vacances, oui. Oui, oui, c'est ça. Or, le vice-président, c'était qui? Dans l'ordre, il y avait donc Stéphane Tchichilé, et puis il y avait Jacques Opango. Et comme Massamba Deba était président de l'Assemblée, lorsqu'on a adopté cette loi, cette constitution, Massamba Deba n'était pas encore au gouvernement. Il faut le dire. Massamba Deba va entrer au gouvernement après. Après l'adoption justement de la constitution, après l'élection présidentielle. Parce que après l'adoption de cette constitution, il y aura une première élection démocratique au Congo au suffrage universel. Ce que les gens oublient. Maître, il fallait que tu définisses cela. Voilà. Les gens de l'UPADS croyaient que le premier président élu au suffrage universel était Nsouba. Tu vois? Non, mais c'est parce que c'est l'inculture, c'est l'inculture. C'est l'inculture. Nous allons justement arriver à cela, parce que nous avons dit, nous faisons ces émissions en nous appuyant sur des textes qui existent. C'est pas pour inventer les choses. Nous mettons des textes à l'écran pour que les gens comprennent que ces textes existent et que nous les avons. Nous les avons. Donc ça ne sert pas de tronquer l'histoire, de falsifier l'histoire. Et comme ça, on ne peut pas bâtir le Congo. C'est pour ça que j'insiste. Il faudrait qu'il y ait une fédération pour que les gens, dans leur région, dans leur entité fédérée, qui puissent faire leurs preuves au lieu d'arriver toujours au sentiment tribal ou régional, d'avoir cette haine vis-à-vis des autres. Non, c'est pas normal. Donc, voilà.
Je crois que tu peux parler. Maître, dans ce que tu viens de dire, puisque la première des choses qui tient un pays, c'est la Constitution. Voilà. Si la Constitution, elle est libre et démocratique, tout le reste le sera. Alors, si la Constitution est dictatoriale, tout le reste le sera. Donc, rentrer dans une belle maison, bonne maison, où le préambule définit la figure du Congolais, comment sera le Congolais sous Fulbert Yulu. Donc, attaché au principe de 1789. Les hommes naissent libres et demeurent égaux en droit. Les distinctions sociales ne viennent que de leur talent. Et maintenant, il te dit, voilà, le pouvoir qui est exercé n'est pas tenu dans les mains d'une tribu. Donc la souveraineté appartient au peuple organisé comme une masse de citoyens ayant un titre. Est-ce que tu fais comme ça, Maître Yulu, donc ne pouvait que s'attacher aux citoyens et à la citoyenneté. Il n'avait pas besoin d'une garde présidentielle pour commander dans ce qui était que c'était un pouvoir d'intelligence. C'était un pouvoir d'intelligence qui était un pouvoir d'intelligence qui s'organisait avec l'intelligence. Oui, je voulais... Il pensait toute chose devait être pensée légalement et qui devait être conforme à la Constitution et tout aller avec la Constitution. Et surtout, le rôle du Parlement dans la discussion et dans l'adoption des lois qui devaient conduire notre peuple à l'élévation. Je voulais revenir sur justement le titre 10 de cette loi fondamentale, ce qu'est la Constitution du 2 mars 1961. Il s'agit des collectivités territoriales. C'est ce qu'aujourd'hui nous parlons des entités fédérées. Parce que la conception de Yulu dans les collectivités territoriales de l'État devait favoriser justement la libre administration des collectivités. C'est ça. Ils devaient avoir leurs propres compétences et leurs propres ressources pour améliorer la décentralisation déjà, voilà, qui était légale, voilà. Tu peux continuer. C'était tout juste pour relever ça. Oui, Maître, ce que tu es en train de dire, parce que en fait, arriver dans un État, je dis que le président Yulu, à son arrivée au pouvoir avec cette constitution, on était dans un État d'humanité. L'état d'humanité, c'est de considérer l'autre comme un égal de soi, l'autre comme ayant des droits, l'autre comme étant celui avec qui on pouvait exercer le pouvoir sans appartenance tribale. Donc le président Yulu a créé un État d'humanité, un État de légalité, un État de responsabilité, un État comme pas un État, comment on appelle, un État majuscule, mais minuscule, qui dit l'État de la personne. Cet État d'une personne qui a été persécutée sur la colonisation, mais qui retrouve des droits entiers, et ces droits lui permettent d'aller de l'avant, d'avancer et de construire un chemin de raison. Et ce chemin de raison, c'est ce qui a été sous Yulu. C'est pour ça que cet homme s'est adressé au peuple, n'a pas pris les armes pour dire non, nous allons bannir l'insurrection. Et puis il faut dire aussi, à ce moment-là, nous étions la pleine démocratie qui fonctionnait. Yulu a fait fonctionner la démocratie congolaise, le Congo, pendant 3 ans dans une véritable démocratie. Et nous n'arrivons même pas, jusqu'à aujourd'hui, à conduire même une année parfaite de démocratie. Parce que la transition de 92 a eu des couacs, le coup d'État, le 13 mai, on a failli renverser encore le gouvernement de Milongo. Et donc, c'était tout un incident. Il n'y a pas eu une discipline parce que il faut remercier aussi les membres du gouvernement de Yulu d'avoir de la sagesse. Tous ceux qui étaient là avaient un esprit de travail.
ils avaient comme mission, nous devons accomplir ce que nous devons faire pour notre pays, que le sens du progrès se voit. Donc, unité, travail, progrès. Ils étaient unis, ils allaient pour le travail et pour le progrès. Ce qui fait que Youlou a formé des cadres. Et ces cadres-là, a eu à un moment donné, à partir de 1963, ils ont été démobilisés, on les a traités de réactionnaires, on les a traités de contre-révolutionnaires. Et ce qui fait que on a baissé le niveau de perfection, de perception du développement du Congo. Et donc on est allé dans un mauvais chemin. Et pour nous, cette constitution a été vraiment la meilleure des choses que nous avons perdues. Et que si nous avons une nature aujourd'hui bouleversée, un peu abaissée, c'est parce que on n'a pas eu des constitutions. Le Forum Radio-Télévision des droits de l'homme est un média qui favorise la bonne gouvernance et l'état de droit, et non un outil qui incite à la haine. Nous avons la vocation de dénoncer les abus du pouvoir et les violations des droits de l'homme. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105. Attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. Forum FM 105. Vous fait voyager. Maintenant.